Bonjour. Bonjour à tous, on va attendre au moins midi qu'il y ait un peu plus de monde. Normalement, il y a quand même une trentaine d'inscrits. D'accord. Bonjour. Bonjour. Alors, on commence à être une petite quantité. Peut-être pouvoir commencer doucement. Hop. Ouais, j'espère que vous m'entendez bien et que vous voyez bien l'écran. Voilà, c'est une présentation que je vais faire. Donc, je suis Héloïse Droyer de l'Astre d'Or, ingénieure d'expérimentation à la station de Saint-Germain-en-Laye, qui se situe dans le lycée agricole de Saint-Germain-en-Laye. C'est une présentation sur les supports de culture sans tourbe ou issus de l'économie circulaire, qui se base sur à peu près 4 projets de recherche. Donc, je vous parlerai un petit peu après. Hop. Quand je vous parle de substrats sans tourbe, je vais surtout vous parler des substrats qui sont professionnels. C'est des substrats qu'on a étudiés dans le cadre du programme Plantard pour produire localement et autrement, mise en place d'une nouvelle gamme de végétales locales dans un système de production à bas niveau d'intrants. Bon, là, on s'intéresse seulement à la partie sans tourbe. Pour les fournisseurs professionnels, qu'est-ce qu'ils vous proposent principalement en termes d'alternatives à la tourbe? Il y a 3 matériaux principaux, les écorces que les pépiniéristes hors sol connaissent bien parce qu'elles permettent l'aération nécessaire au gros litrage. C'est aussi un support de vie microbienne, mais ça a pour inconvénient d'avoir une faible capacité de rétention en eau. Et parfois, il y a des problèmes de réhumidation. Les écorces très sèches peuvent devenir un peu hydrophobes. La coco, c'est ce qui s'approche le plus de la tourbe, on pourrait dire, parce que c'est une substance qui est stable, qui est aérée et qui a une bonne capacité de rétention en eau et en mouillage et de mouillage. Par contre, elle a l'inconvénient écologique, hein, évident, de transport. Et puis, il y a des questions de salinité aussi parfois, si les fibres sont mal rincées,
problématique qu'on voit quand même de moins en moins. Et enfin, la fibre de bois compostée pour plus de stabilité, hem, qui a une très forte porosité, donc c'est intéressant, mais elle se dégrade, malgré le compostage bien souvent, en consommant de l'azote. Dans un premier temps, on a, testé 2 essais de comparaison assez simples, entre un substrat avec tourbe et un substrat sans tourbe. Vous voyez, à gauche, notre essai sur des vivaces dans des pots de 10,5 avec, des substrats qui permettaient la subirrigation, parce qu'on est sur tablette en subirrigation à la station. Et on voit que, pour 3 des espèces qui étaient étudiées, la croissance est plus grande dans les substrats sans tourbe. Elle est égale pour la brisa, elle est un peu plus faible pour, la mauve. Hem, c'est une culture qui a duré 2 mois. Il est possible que, dans les substrats sans tourbe, étant donné que celui-ci comportait un peu de fibre de bois, les fournisseurs, connaissant la dégradation de la fibre de bois, ajoutent souvent un engrais azoté. Il est possible que ce soit la cause de cette, augmentation de la taille des plantes, dans les substrats sans tourbe. Dans, notre essai sur des ligneux en pot de 3 litres, là, on les a étudiés pendant 3 mois et on comparait, c'est une petite aparté, mais on comparait 3 itinéraires de culture, un classique, donc avec pot plastique, substrat avec tourbe, un autre sans tourbe, donc pot plastique, substrat sans tourbe évidemment, et puis un autre qu'on a appelé fibre de bois avec, substrat avec tourbe et pot en fibre de bois. Et là, ce qu'on a remarqué, c'est que pour 2 des espèces, le substrat sans tourbe était équivalent, enfin notre itinéraire sans tourbe, statistiquement était équivalent à un itinéraire classique. En revanche, pour la fibre de bois, elle est, plutôt, en dessous des autres itinéraires, hormis pour le Onimus, le fusain, où là, le sans tourbe et la fibre de bois sont équivalents. Voilà. Face à cette, essai qui s'est plutôt bien déroulé. On a voulu produire des vivaces en pot de 3 litres. On les a produits pendant une saison. Il n'y a eu aucune problématique. Donc, on s'est dit que, étant donné que les producteurs, ça leur arrivait de reconduire leur culture un an de plus, on allait les reconduire une saison de plus. Donc, c'est des plantes qui ont été rempotées, je dirais, en mars-avril 2023. Et puis, voilà, la fin de la culture, ça devait être en septembre 2024. On a voulu étudier le pH et le C de ces substrats tout au cours de la culture. Bon, la première année, en 2023, ça varie un peu, mais en fait, il y a pas de différence, pas de pattern, vraiment important. En revanche, à partir de 2024, là, on voit que, les substrats sans tourbe ont 0,6 points de pH à peu près en moyenne, de plus que les substrats témoins. Là, on voit qu'en fait, ces substrats sans tourbe, ils ont pas l'effet tampon de la tourbe, évidemment. Et c'est lié à notre eau d'arrosage. Nous, à la station, on n'a pas une eau corrigée et qui est assez, qui a un pH assez élevé. Heu, bon, vous verrez les résultats après de qualité des plantes, mais en fait, il y a pas eu d'effet sur les végétaux qu'on étudiait, pour autant. Et c'est des effets qu'on voit qu'à partir de la deuxième année de culture, comme vous pouvez voir. En termes de C, pas de problème, donc voilà, s'il y avait de la coco, par exemple, il y a aucun problème, dans nos substrats de salinité. On a mesuré la masse fraîche et la masse sèche de nos brisas pour avoir une petite idée un peu de la croissance des végétaux et on voit que notre substrat Dumona 1, il y a vraiment une masse qui est un peu plus faible. Pour autant, en termes de qualité, de plantes qui sont vendables ou pas, en A, vous voyez dans le graphique à droite, en A, en vert, c'est les plantes qui sont, vendables en l'état, en B, des plantes qu'il faut reconduire et en C, des plantes qui sont mortes. Et là, on voit qu'on a un problème, notamment avec le substrat, Classmann. On a voulu comprendre pourquoi et voilà les compositions des substrats quand on a pu les avoir en termes de pourcentage. Et ce qu'on a remarqué, c'est que, le green fibre, qui est donc la fibre de bois compostée qui est utilisée, chez Classmann, heu, elle est à 40 de la composition, du pot, enfin du substrat. Et c'est probablement, la dégradation, enfin, il est possible que ce soit la dégradation de cette fibre qui ait, endommagé, les plantes. On a quand même vérifié dans le fond des pots s'il y avait pas des glaçages, des choses qu'on peut observer avec les substrats sans tourbe ou qu'on a pu observer parce que nous, en tout cas, on n'en a pas vu du tout. On n'a pas vu de diminution non plus
de la quantité du substrat dans les pots, donc pas de difficulté, visuelle ou enfin voilà. En tout cas, ça c'est pas des choses qu'on a observées. Il y a pas eu de glaçage, donc les plantes ont pas eu de perte, racinaire, liée à la dégradation des substrats. Et enfin, on avait étudié des arbustes, dans des pots de 4 litres pendant 1 an. Et là, au cours de la culture, en termes de hauteur des arbustes, on a vu que nos 2 substrats sans tourbe, là, qu'on appelle Dumona et Premier Tech, leur fournisseur, quoi, un moment, elles ont été en moyenne plus grandes que le substrat témoin. À nouveau, c'est peut-être parce qu'il y a eu un engrais azoté apporté un peu plus dans les substrats sans tourbe, s'il y avait, heu, un pourcentage élevé de fibres de bois. À la fin, de toute façon, de la culture, tous les végétaux faisaient la même taille. Donc on a vu cet effet-là momentanément et puis après ça a disparu. À la fin de la culture, en revanche, la qualité des ligneux, était, la même selon le substrat. Donc on n'a pas vu de difficulté, à produire en substrat sans tourbe. On a pour habitude, sur la station de beaucoup fractionner les arrosages, donc je pense que pour nous, ça a pas posé de problématique. On n'a pas particulièrement changé nos rythmes, d'irrigation, ni nos quantités. On va parler ensuite de substrats issus de l'économie circulaire et là, les résultats sont issus de 3 programmes de recherche, qui datent ça a commencé en 2017 avec le projet Techno et notamment son action 2, sur l'évaluation de matériaux issus du milieu urbain et de l'économie circulaire en vue, évidemment de faire des substrats, ce qu'on appelle même des technosols. Ensuite, il y a eu le projet Arbre en ville qui, avait pour objectif de produire des arbres dans les technosols et depuis octobre 2024, le projet Climarbre a démarré. Il a pour but à nouveau de préparer l'arbre urbain de demain à l'épreuve du changement climatique dans des technosols, mais il y a aussi d'autres modalités que je vous présenterai, heu, plus tard. Voilà ce sur quoi, le programme techno enfin cette partie du programme techno, s'est interrogée. Il y avait voilà une petite dizaine de matériaux organiques qui ont été étudiés. C'est un peu petit, mais l'idée c'est pas de vous faire la liste de ces matériaux-là, c'est juste de vous dire que c'était assez varié et que, voilà, il y avait des composts de déchets verts par exemple qui sont des matériaux très faciles, à trouver et autant, par exemple, du lombricompost de fumier qui, pour le coup, est peut-être un petit peu plus, niche. Pour les matériaux structurants, ils s'étaient intéressés au granit concassé, au béton cellulaire et à la plaquette forestière. Ils ont donc criblé tous ces matériaux, ils ont étudié leur capacité de rétention en eau, théorique, in situ. On voit qu'il y a des grosses disparités, qu'évidemment le T, c'est le témoin, donc un substrat, classique, avec tourbe. C'est celui qui fonctionne, qui avait le plus de capacité de rétention en eau. Après, il y avait des questions de masse, hein, pour, les questions pratiques de déplacement des pots. Évidemment, le granit, c'est plus lourd. Et puis, il y a même pour la partie, organique des mélanges, il y a des grosses disparités allant du simple au double entre, par exemple, le compost, électromécanique et le lombricompost de fumier qui est très, très lourd. Ils ont, observé les productions de tomates, cerises par pied. En fait, ils ont observé plusieurs, types de production. Il y a eu aussi du basilic, des choses comme ça et ce qui nous a intéressés pour la suite de notre réflexion, c'était que, des matériaux qui semblaient prometteurs comme les composts de déchets verts permettaient pas une croissance adaptée des végétaux parce que, manque de fertilisants, organiques, manque d'azote en fait, par rapport aux autres substrats. Donc à partir de ces essais-là, on a travaillé, les technosols comme des substrats et on a incorporé en fait, des fertilisants minéraux encapsulés dans nos technosols et les problèmes de fertilité, ne se sont plus posés. Les conclusions de cette partie-là du programme techno, c'est qu'ils avaient testé, le en termes d'organisation entre, la partie structurante et la partie organique, des mélanges.
Il valait mieux soit ils ont testé soit lasagne, soit mélange, il faut mieux faire en mélange, donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. En termes de proportion entre le structurant et l'organique, ils avaient testé, voilà, plusieurs proportions. L'idéal, c'est 70 de structurant en pourcentage massique, hein, après, en volume, ça fait pas du tout le même résultat et 30 d'organique. Ils ont observé qu'il y avait pas d'intérêt du lombricompostage par rapport au compostage et que la granulométrie du structurant, elle a un impact important sur le substrat et qu'il vaut mieux que les plus grosses particules fassent moins de 3 centimètres de diamètre, voire moins pour d'autres, pour le basilic, par exemple, il fallait que ce soit encore plus petit. Et puis, face à ces résultats-là, quand il a fallu, mettre en place le programme Arbre urbain, mes collègues se sont posé les questions de l'accessibilité, en fait, de la fourniture, en matériaux. Il fallait que ce soit des matériaux qui soient fournis en grande quantité et qui soient peu chers. Donc là, par exemple, le lombricompost de fumier, vous doutez bien que c'était pas possible. Fallait aussi se poser des questions d'usage légal et sans danger. Par exemple, dans le programme CITER, qui est un programme aussi, qui travaille sur les technosols, création de technosols, il y avait, des bouts de stations d'épuration qui étaient assez, prometteuses et sauf que ces boues-là, elles sont, un peu dangereuses à manipuler, pour, heu, les gens qui les manipulent et donc ils ont décidé de les écarter du travail des technosols de Arbre-en-Ville. Donc 2 choix, ont été faits. Ils ont choisi de travailler sur un technosol qui est composé de graves industriels, compost de déchets verts et terre excavée de chantier et un autre en béton concassé et compost de déchets verts. Ces technosols-là, ils ont été mis en fosse de plantation en comparaison avec de la terre végétale et à l'issue de 2 ans de culture, on a étudié le nombre moyen de nœuds, et la circonférence, des arbres plantés dans ces technosols-là et il s'avère que c'est toujours, le technosol 2, donc qui est composé, de béton concassé et de compost de déchets verts, qui s'est mieux comporté. On a même, observé un peu de perte en terre végétale, alors que pas dans les autres, substrats et ça s'explique parce que la terre végétale a humecté. C'était beaucoup plus compliqué en cas de forte sécheresse que, les 2 technosols qui, en fait, sont très poreux, alors qui du coup, voilà, l'eau, elle ruisselle, très, très vite. Il faut les arroser très peu et très fréquemment, mais à réhumecter, il y a pas de problématique. Pour le projet Climarbre donc, qui a débuté, fin d'année dernière, on continue sur ces questions de, sélection d'un type de technosol et pouvoir, produire des arbres dedans. Mais il y a aussi, l'ajout de micro-organismes. C'est ce qui avait été fait en fait dans Arbre en Ville, sans résultat, particulier. Et puis on ajoute aussi le stress hydrique, de façon à préparer les arbres, enfin qu'ils soient pas, comment dire? Biberonnés, pendant la culture et qu'arrivés en ville, ça se passe mal et puis on se dit aussi que, diminuer l'arrosage, enfin provoquer un stress hydrique, ça peut favoriser la symbiose avec les micro-organismes et éventuellement, on verra les effets de ces micro-organismes pendant la culture. Ce qui était pas le cas dans le précédent projet. Donc les technosols qu'on a décidé d'étudier, les 3 technosols qu'on a décidé d'étudier avec le comité de pilotage, c'est donc à nouveau de reprendre ce technosol 70 béton, 30 de compost de déchets verts. Et puis après 70 de béton et 30 de compost de déchets alimentaires, parce qu'on était arrivé après, heu, la loi de tri, des déchets alimentaires obligatoires de janvier, 2024 et donc on se disait que, voilà, les composts de déchets alimentaires deviendraient beaucoup plus accessibles à partir de cette période. Et puis il y avait aussi cet engouement pour le biochar au moment de la rédaction de ce projet et donc on a décidé de tester un technosol, où on a remplacé 10 de béton par 10 de biochar. Donc c'est 60 de béton, 10 de biochar et 30 de compost de déchets verts et c'était le technosol 3. On les a mis en culture, là c'était, la modalité avec, un stress hydrique, il y en avait avec et d'autres sans et on observe que, pour une même irrigation, évidemment le témoin a un pourcentage d'humidité, quasiment de 80 alors que les autres,
beaucoup moins. Le Technosol 3, donc celui qui comporte du biochar, on voit des espèces de seaux, donc on pense que c'est le biochar qui capte l'eau et puis la relargue, au cours du temps. Donc on a des effets, probablement liés au biochar parce que c'est la seule chose qui changeait, dans ce Technosol-là. Le Technosol 2 qui est avec des déchets alimentaires un petit peu plus, à enfin l'humidité un peu plus élevée que le Technosol 1 avec du déchet vert. Vous voyez à droite la photo de l'expérimentation, heu, enfin le pré-test pour sélectionner le Technosol. Voilà les masses fraîches des parties aériennes qu'on a observées, pour ces arbres-là, produits dans les technosols. Évidemment, ils sont beaucoup plus grands dans le témoin, ensuite plutôt dans le technosol 2, technosol 1 et technosol 3 étonnamment, des productions un peu plus enfin équivalentes au technosol 1 mais, un peu plus faibles par exemple que le contrôle du technosol 2. Nos collègues de l'UMR-EVA, qui sont partenaires du projet, ont, étudié des indices, de statut azoté, des mesures de flavonol, donc des résultats à l'échelle, cellulaire et ils ont observé que dans le Technosol 2, par exemple, l'indice de statut azoté était, bien meilleur que dans le T1 et le T3 et ça, bon, bah, ça s'explique parce qu'évidemment dans le Technosol 2, il y a des nutriments puisque c'est des déchets alimentaires. Et puis, en termes de mesure des flavonols, d'indice de stress, à nouveau dans le, Technosol 2, c'est un peu plus faible et c'est même plus faible que dans le T0. Donc pour la suite du projet, on a décidé de travailler avec ce Technosol, 2 avec, des déchets, des composts de déchets alimentaires. Et donc, cet essai, il a été mis en place en, mars, voilà. Sur la station, on a 360 arbres avec, différents technosols, différents régimes hydriques, avec ou sans mycorhizes et les premières notations qu'on a pu faire, elles étaient liées au stade de débourrement qui est, étonnamment déjà, assez varié. Par exemple, donc le témoin avec micro-organismes et irrigation, normale, c'est les premiers à avoir débourré. En tout cas, une grande partie de ces arbres étaient débourrés, fin mai. Ensuite, on a le témoin avec micro-organismes en stress, ainsi que le technosol avec micro-organismes sans stress, et puis technosol avec micro-organismes avec stress. En gros, tous ceux avec micro-organismes sont en A ou en B, donc les premiers. Et puis arrive ensuite le technosol sans micro-organismes normal et puis en stress. Donc on voit un effet un petit peu des technosols, mais en fait, on voit surtout un effet des micro-organismes déjà dans notre essai au moment du débourrement. On verra après si on voit un effet, heu, en termes de croissance, de nos végétaux. Et voilà, c'est bon pour moi. Merci de votre attention. N'hésitez pas à poser des questions. On peut revenir, à plein de bah, sur toutes les diapos de la présentation. Merci beaucoup pour ta présentation. Moi, j'avais une petite question, par rapport, à la première partie où tu parles des alternatives au terreau, avec tourbe, avec, notamment de l'écorce, de la coco et de la fibre de bois. Est-ce que c'est des mélanges que vous avez fait vous-même? Et si oui, sur quelle recette, entre guillemets, vous vous êtes basé? Est-ce que vous avez suivi un protocole particulier? Ah non, on a pris, c'est ce que je disais, c'est des substrats, qui sont de fournisseurs. En gros, on leur a demandé, nos problèmes. Enfin, on a dit: «Voilà, on veut produire, de la vivace en pot de 10,5 en subirrigation. Qu'est-ce que vous nous proposez comme substrat sans tourbe?» C'était des substrats, tout faits et chaque, fournisseur a un peu sa je dis pas sa spécialité, hein, mais disons que voilà, Classman, ils vont avoir tendance à mettre plus de fibres de bois parce qu'ils ont leur approvisionnement. 1er texte, c'est plutôt la coco. Ça fait varier le prix évidemment, mais voilà, on vous laisse baser sur des choses qui étaient, aujourd'hui, disponibles. OK, donc c'est des substrats qui sont aussi, commercialisés par Tous. ailleurs? Ouais. OK, merci. De rien. Alors quels sont les micro-organismes utilisés? On a
En gros, comme on travaille sur mycocoulier austral et tilleul, on en a un qui préfère les endomycorhizes et l'autre qui préfère les ectos. Donc les deux ont Bacillus pumilus et une mycorhize qui leur convient. Il y a un mélange pour les endos parce que c'est assez rare à trouver. Et pour les ectos, je pourrais vous répondre dans la conversation si vous voulez. Euh, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est une ectomycorhize assez classique. Voilà, qui nous est fourni par Premier Tech. Je pense que ça vous donnera le nom, si vous connaissez. Et du coup, j'aurais encore une question. Ces terreaux, ces alternatives aux terreaux sans tourbe, est-ce que vous avez des échanges avec des maraîchers, des horticulteurs à ce sujet-là, des retours aussi d'expérience? Est-ce que vous travaillez avec eux? En fait, je connais pas trop votre structure. Je l'ai découvert hier et j'ai vu qu'il y avait le webinaire aujourd'hui. Et du Alors, coup, pour compléter, je me oui, présente très rapidement. Je travaille à la Fédération des conservatoires d'espaces naturels et au pôle relais Tourbière. Et on a un axe sur la sensibilisation à l'utilisation de terreaux sans tourbe. Et aussi, on a une liste d'alternatives aux terreaux avec tourbe qu'on met à jour, qu'on est en train de mettre à jour justement. et, alors on travaille avec les fournisseurs déjà et la structure, c'est donc l'Institut technique pour toute la filière. Donc oui, on travaille avec les producteurs. Certains ont déjà essayé avec ou sans. Certains ont complètement passé leur production. Surtout, il y a des collectivités qui travaillent exclusivement en substrat sans tourbe. Ça, c'est déjà fait. C'est le cas d'Orléans, c'est le cas de la ville de Paris, qui ont des retours. Et bon, après, c'est des collectivités, je sais. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas potentiellement exactement les mêmes exigences. Enfin, bon, ils vous diront mieux que moi. Heu, chaque producteur après, fait son choix. Reste encore la problématique du prix, hein. Les substrats sans tourbe sont, heu, parfois plus chers, que les substrats avec tourbe. Ok, merci. Oui, effectivement, pour tout ce qui est collectivité, il n'y a pas l'aspect rentabilité qu'on peut avoir chez un horticulteur ou un maraîcher derrière où on n'a pas trop le droit à l'erreur. Bah, c'est différent. Enfin, il faut que le végétal soit, esthétiquement, joli, ce qu'il y a pas forcément chez les maraîchers, par exemple, mais il y a pas de production de fruits, ça c'est clair. Donc c'est différent, mais il y a quand même des exigences, assez fortes sur l'esthétique de la plante, sur les carences, des choses comme ça. Et si vous voulez parler, prenez la parole, hein, monsieur Misbach. Oui, bonjour, je suis Jacques Misbar de l'INRAE à Colmar. Voilà, nous on cultive de la vigne et on s'intéresse beaucoup au fait d'utiliser des substrats sans tourbe, bien sûr. La question c'était de vos tests ou expériences, comment gérez-vous la fertilisation justement quand vous utilisez des substrats sans tourbe? Et voilà, parce que nous on a constaté certaines difficultés à fertiliser correctement les plantes. Beh, pas nous. Alors, probablement qu'il y a eu des petites problématiques et c'est pour ça qu'on a vu que, avec le substrat Classman, ça se passait moins bien. Hem En fait, on travaille avec des substrats enrobés, minéraux qui ont une libération lente et donc en fait, les minéraux, ils sont apportés par les engrais au cours de la culture et ça pose pas tant de problématiques que ça. Hem, il y a des questions de dégradation du substrat qui peut faire des fins d'azote, mais c'est des choses qu'on voit, au début de la culture et qu'on voit moins après et qu'on voit surtout avec la fibre de bois si elle est plus ou moins compostée et qu'on voit pas trop avec les autres alternatives. Donc, c'est pas, des problématiques nous, la fertilisation qu'on a eue avec les substrats sans tourbe, c'est des problématiques qu'on voit beaucoup plus avec les pots qui sont pas en plastique, par exemple. Oui, c'est ce qu'on a effectivement constaté aussi. Donc vous, pour la fertilisation, vous utilisez exclusivement des engrais retard que vous incorporez, vous, dans l'engrais ou que vous adaptez en fonction du substrat? C'est toujours la même recette?
Presque, oui, c'est toujours la même recette. Après, alors, en pépinière de pleine terre, oui, on met toujours quelque chose comme 4 kg mètre cube, 4 kg par mètre cube de substrat, d'engrais, quel que soit le substrat, et ça se comporte de la même façon. Je repensais là, mais les plantes qu'on avait en sub-irrigation, on les a fertilisées avec un engrais liquide. Et pareil, pas de problématique particulière. On les a faire irriguer de la même façon que les autres substrats. Juste, excuse-moi, Héloïse, Vas-y, tu as dit en vas-y, Lisa. pépinière de pleine terre, c'est en pépinière hors sol le conteneur, tu voulais dire. Oui, pardon. Pépinière hors sol, oui. Merci. Pas de souci. Et juste dernière question concernant la fertilisation. Est-ce que vous utilisez de l'eau d'adduction ou de l'eau de puits dans le réservoir? Parce que nous, on a modifié ça suite à la reconstruction des serres, où on a récupéré l'eau de pluie. Et c'est aussi posé quelques problèmes de fertilisation et de correction de notre recette, entre guillemets. Oui, bah, nous, on utilise l'eau du réseau de ville, hein. C'est une eau qui a un pH assez élevé, donc en principe, il faut la corriger. Il y a des espaces où on la corrige et d'autres où on la corrige pas. Bah, il est clair que, enfin, nous, ce serait favorable à à la fertie. Si on corrigeait l'eau, on aurait moins de carbonate de calcium, et donc pas de blocage de certains nutriments. Ça dépend de votre eau. Je sais pas où vous êtes basé, mais nous, en Île-de-France, le pH de l'eau, il est assez élevé, on a beaucoup de carbonate. Vous, si votre eau, elle est acide, ça peut créer d'autres blocages. Ça dépend si vous voulez corriger votre eau ou pas. Nous, on a des systèmes de correction et de fertilisation avant l'irrigation qui nous permettent de pallier à ce genre de problématique. Oui, on a une eau effectivement très, très calcaire aussi. C'est pour ça que Ok. on voulait récupérer l'eau de pluie et irriguer avec l'eau de pluie. Mais du coup, on a eu d'autres soucis qu'on n'imaginait pas au départ. Voilà. Enfin, merci beaucoup en tout cas pour les réponses. Merci à vous. Donc Bruno Picard, pour répondre à votre question, moi je pense que l'eau de pluie n'est pas une eau stable en fait. Et donc nous on recycle, on mélange on a le même principe, on est en région parisienne, donc toutes les eaux sont corrigées. On utilise un bassin de rétention, on va mélanger de l'eau de forage, de l'eau de récupération d'arrosage et de l'eau de pluie s'il y en a. Et on s'est aperçu que quand il y avait des gros orages, on avait des problèmes de stabilité de l'eau où les pH est très 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 variant et donc du coup généralement on remet de l'eau de forage quand il y a des grosses pluies pour qu'elles se mélangent correctement. Mais effectivement arroser qu'avec de l'eau de pluie, bon, je ne sais pas si c'est facile aujourd'hui. On s'améliore petit à petit, mais effectivement, c'est un peu compliqué. Isabelle Vandernotte, la conseillère pépinière en Île-de-France. Je sais qu'en horticulture, certains utilisent de l'eau de pluie qui récupère les eaux de toiture qui stockent dans des bassins. Mais derrière, ils ont un système de fertirigation, donc ils vont rajouter la fertilisation et voilà, ils ont un contrôle de ce qu'ils apportent, mais ils l'apportent par l'irrigation et ils sont pas juste sur l'eau pluie pure, on va dire, quoi. Oui, c'est ce qu'on fait pour le moment et justement, on se posait la question à incorporer un engrais retard dans nos substrats pour les jeunes vignes. Et là, du coup, il faut qu'on revoie aussi, enfin, ça engendre d'autres problèmes justement, puisque là, aujourd'hui, par la fertirrigation, on peut corriger les carences. Après, avec les engrais retards, ça va être plus compliqué parce qu'en plus, on a une grosse diversité de sous-espèces de vignes, etc., avec des sensibilités très différentes. Ce qu'il faut, c'est peut-être sur une période
assez longue, hein, peut-être une année, voilà, mais faire des analyses régulières de cette eau de pluie et voir ce qu'il y a dedans. Enfin, si en fait, suivant comment elle est récupérée, si elle récupère pas autre chose que juste de l'eau de pluie, quoi. Où elle passe avant d'arriver dans le bassin. Elle peut récupérer, je sais pas, des éléments des toitures, des choses comme ça, quoi. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je suis intéressé par la réponse qui a été donnée où il y a un mélange entre l'eau de Oui. pluie et le forage, etc. Oui, c'est peut-être une solution, effectivement. Parce qu'en plus, aujourd'hui, on n'a pas assez d'eau de pluie pour être 100% autonome, donc on est obligé de basculer de temps en temps d'une source d'eau à une autre, ce qui devient un peu compliqué pour gérer la ferti-irrigation. Sait-on comment se comportent les substrats sans tourbe sur des cultures de pépinières hors sol de plusieurs années en pot plastique? Alors nous, on l'a fait. Alors combien de fois on l'a fait? On l'a fait une fois et ça s'est pas très bien passé à la deuxième année. On avait un glaçage du fond des pots et en fait, on pense que le substrat qu'on avait choisi, il était pas assez aéré. Enfin, qui nous avait été recommandé, il avait pas été assez aéré parce que c'était des pots de 4 litres et on a surlitré en 10,5. On n'aurait pas dû remettre le même substrat. Enfin bon, c'était notre faute. Et après, il faut que je me rappelle si on l'a refait une deuxième fois, mais je suis pas sûre, honnêtement. Alors, pour répondre en partie aussi, on a des entreprises, il y a des entreprises hein, qui fonctionnent avec du substrat sans tourbe depuis quelques années. Il y a quelques formules qui sont proposées par les fournisseurs. Après, est-ce que ces cultures, en général, les cultures en conteneur, elles sont faites sur une année, sur une saison de production? Euh, Rarement plus, quoi. C'est la logique de la culture en conteneur. J'ai pas connaissance de culture sur plusieurs années dans un substrat sans taux. Juste pour partager une expérience qu'on a faite ici sur la culture de la vigne, on a testé des pins avec de la fibre de coco. Et donc, la première année, ça allait à peu près, mais après, très vite, ça a dégénéré, on va dire que ça comme ça. Et au bout de 3 ans, c'était catastrophique. La vigne était complètement chlorosée et voilà, on a arrêté. Et pour rebondir, pardon, pour rebondir sur les terreaux sans tourbe, j'ai vu qu'en Suisse notamment, ils ont développé des terreaux avec une base de laine de mouton sous forme de flocons pour avoir pour l'aspect structure. Est-ce que vous avez déjà eu écho de ça ou des retours d'expérience de terreaux qui utilisent, de supports de culture qui utilisent de la laine de mouton? Ouais, il y a un projet qui a été déposé par une autre station Astrodor à ce sujet, pour l'instant. Donc je sais pas, je suis pas sûre qu'il ait essayé ou qu'ils aient fait des pré-tests. J'ai pas vu. Mais en tout D'accord, cas, donc oui, on est au courant. ok, super, c'est en cours du coup. Oui, oui, faut trouver les financements, mais si, D'accord. oui. Ça marche. On a des structures on a des fournisseurs qui nous demandent des essais pour des nouvelles formulations de substrats sans tourbe. On a Dumona avec qui on travaille depuis 3 ans qui teste des nouveaux matériaux. On ne sait pas ce que c'est, mais ça fonctionne de mieux en mieux. Donc il y a beaucoup de recherches. Enfin, on a l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de recherches dans les substrats sans tourbe à l'heure actuelle, ouais. Ah, super, merci. Et du coup, vous allez écrire un compte-rendu, des documents comme ça par rapport aux recherches que vous menez, aux alternatives de terreau sans tourbe? Le compte rendu, il va être disponible d'ici la moitié du mois, je pense, sur ce projet-là. Et par contre,
les essais pour les firmes, il faut leur demander à eux, parce que c'est souvent des essais privés. Mais sinon, oui, l'essai du programme, les D'accord. comptes rendus du programme Plantard, il va être disponible sur le site de l'Astrodor. Donc le site, c'est institut-du-végétal.fr. Super, merci. Bonjour, je suis un particulier. Je me demande si en remplacement du terreau tourbé, je peux simplement utiliser mon compost de déchets verts. Y aurait-il besoin d'ajouter quelque chose? Oui, bah ça, c'est les résultats du projet techno. Vous pouvez le faire, mais il faut que votre compost de déchets verts, vous mettiez un engrais en plus, une source d'engrais quelle qu'elle soit, et il faut que vous mettiez un matériau structurant dedans. Donc ça dépend ce que vous avez à proximité. Ça peut même, si c'est des cultures assez courtes, ça peut même mettre un matériau organique type morceaux de bois ou des choses comme ça. Sinon, des morceaux de briques, de béton, des choses comme ça, il faut un petit peu de structurant. Sinon, vous n'aurez pas assez de... Ah, merci Anita. Elle a mis le résultat du... Enfin, il y a la page du programme Plantard. Oui, vous pouvez utiliser votre compost de déchets verts. Eh bien, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on peut s'arrêter. Après, je sais si vous avez toujours accès à la... Enfin, vous aurez toujours accès à la conversation après. Faut pas hésiter à envoyer d'autres messages auxquels je répondrai sans problème, ou même les autres, si vous en avez envie, les autres participants. Eh bien, je vous remercie pour votre participation et puis je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée, merci. Merci, bonne journée. Au Au revoir. revoir. Merci. Hmm. Si vous êtes toujours là, Lucie Toufram, mettre de la terre comme matériau structurant, vous aurez pas assez de porosité. Il faudrait plutôt des cailloux, par exemple. Oui, je pense que je peux mettre le support de présentation dans la conversation si vous voulez.